L'autre jour, L'autre jour. il y a 8 mois, ça reste un autre jour. J'ai été face à un petit problème. J'ai essayé de démontrer que deux propositions sont équivalentes, et j'ai eu pas mal de soucis parce que je ne prenais pas le problème dans le bon sens. Laissez-moi vous expliquer ce dont il s'agit aujourd'hui. Vas-y, Père Castor, raconte-nous ton histoire. Partons d'une fonction de Morse, qui n'a rien à voir avec Samuel Morse, qui a fait le code, ni l'animal bien évidemment. Là on parle de Marston Morse. On en a parlé rapidement dans une précédente vidéo. La définition d'une telle fonction, c'est que ses points critiques sont non dégénérés. Ce charabia veut dire que là où le gradient s'annule, la hessienne est inversible. Et une conséquence majeure de cette propriété, c'est qu'il existe un jeu de coordonnées, c'est-à-dire un diffeomorphisme, tel que, au voisinage du point critique, la fonction est exactement quadratique. Ce n'est plus seulement qu'une approximation à l'ordre principal. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si on suppose que le point critique c'est 0 et que la valeur de la fonction en ce point c'est aussi 0, ce qui est facilement atteignable avec des translations, alors le résultat qu'on appelle le lemme de Morse s'écrit comme ça. 감사합니다. Donc l'intérêt, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de reste, contrairement au résultat avec Taylor. Maintenant, comme dit dans la vidéo que je mentionnais tout à l'heure, l'idée c'est de ne plus considérer des fonctions de Morse, mais des fonctions un peu plus générales. Cela dit, si on considère des fonctions complètement générales, on va pas pouvoir faire grand chose. Dans le monde du calcul différentiel, on veut au moins qu'elle soit C1 ou H1, non? Alors oui, et même mieux que ça, on veut des fonctions lisses, donc c'est infini, mais même ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir des infos sur les points critiques, c'est assez primordial, et du coup on va supposer que ma fonction vérifie une sorte de lemme de Morse généralisée, c'est-à-dire ceci. Donc là, ce qui change, c'est que ce n'est plus forcément quadratique. Ça peut être beaucoup plus dégénéré. Ce qui est représenté par les nombres TI, qu'on suppose être des nombres entiers supérieurs ou égaux à 2. Et donc, si j'ai bien compris, là, c'est une hypothèse. C'est plus un résultat, conséquence d'une propriété quelconque. C'est bien ça? Exactement. On va supposer que la fonction peut s'écrire comme ça, 감사합니다. puis après on va en déduire des trucs, mais ne parlons pas de ces trucs aujourd'hui. Oui, on va s'intéresser à une autre problématique, qui m'a d'ailleurs été posée par un chercheur de mon labo pendant que j'exposais mes résultats, à savoir, est-ce qu'on peut relaxer l'hypothèse en la suivante. Donc avec un reste cette fois-ci, mais un reste bien contrôlé en quelque sorte. On voit bien que c'est une généralisation, la première équation est un cas particulier de la seconde, maintenant la question est, sont-elles en réalité équivalentes? C'est-à-dire, s'il y a une fonction psi telle que 2 est vrai, existe-t-il une fonction phi telle que 1 est vrai? Eh bien, aborder cette question dans ce sens-là, c'est franchement pas évident. Naturellement, ce qu'on aurait envie de faire, c'est de supposer 2 vrais, puis d'essayer de construire phi à partir du psi qui nous est donné. En effet, c'est peut-être la manière la plus classique de procéder, eh bien voyons ça. Pour y voir un petit peu plus clair, remplaçons ce grand O par une fonction, disons R comme reste, et on va considérer un nouveau changement de variable, de la forme psi rongé par exemple. Ce qu'on obtient, c'est ceci. Donc ce qu'il faudrait, c'est que pour chaque i, et bien sûr pour tout x, on ait R de g de x qui soit égal à xi sur g de x indice i, le tout à la puissance ti, moins 1. Et la difficulté là, c'est que c'est une équation implicite, vue à travers R qu'on ne connaît pas du tout. Alors malgré tout, on pourrait essayer de justifier l'existence d'un tel g via des théorèmes non constructifs. On peut penser par exemple au théorème d'inversion locale ou des fonctions implicites, mais ça ne va pas fonctionner justement parce qu'on est dégénéré. Comment ça? C'est-à-dire que si tous les TI sont égaux à 2, c'est bon, ça va fonctionner sans trop de difficultés. Mais en fait, ça reviendrait juste à faire le lemme de Morse classique, qu'on sait déjà vrai, donc on n'a absolument pas avancé. Donc on se dit qu'il va falloir mettre les mains dedans, fabriquer par nous-mêmes un substitut au théorème des fonctions implicites, spécialement pour cet exemple-là. On peut essayer de faire ça avec des systèmes itératifs, en approchant le diffeomorphisme, avec une suite qui va converger convenablement. C'est quelque chose de plutôt courant, mais souvent caché. C'est ce qui se trouve derrière le point fixe de Picard, la méthode de Newton, ou plus généralement, les descentes de gradient. Pour Picard, on a besoin d'une application contractante, et là c'est compliqué d'en extraire une, puis pour les méthodes de gradient, c'est toujours la même chose, les dégénérescences foutent le gueule. Alors on peut penser à aller chercher plus loin. D'abord avec le point fixe de Brouwer, pour celui-là on n'a pas besoin de contractivité, mais c'est un théorème qui fonctionne en dimension finie, et là on travaille dans des espaces de fonctions, donc aucune chance que ça marche. Bon bah donc il faut considérer des généralisations en dimension infinie, comme par exemple Schauder, Tikhonov ou Brauder. Bah Attention à ne pas confondre Brouwer et Brauder.
D'ailleurs, c'est un petit peu sournois, comme le premier est bien plus connu et utilisé, il n'est pas évident de trouver des infos sur le second en réalité. Bon, et quels vont être les problèmes avec ceux-là? Je commence à penser qu'on va jamais y arriver. En effet, on a encore des soucis. Pour Browder, il ressemble à Picard dans le sens où on a besoin d'avoir des fonctions non expansives, tant pis. Et pour les deux autres, il y a des notions de compacité qui apparaissent. Ce qui est logique parce que dans le fond, tous ces théorèmes reposent sur le même principe fondamental, à savoir construire des suites et les faire converger. Sauf que pour s'assurer que les suites convergent, ou à minima admettre des sous-suites convergentes, la compacité est un bon critère. Sauf qu'on travaille dans le voisinage d'une fonction a priori, qu'on peut restreindre à une boule. Or, le théorème de Riese, enfin l'un de ceux qui portent ce nom, nous dit qu'une boule est compacte seulement en dimension finie. Oh bah non! Mais il existe un moyen de contourner ce problème, de forcer la compacité de nos boules. Chacun son délire, on ne juge pas. Mais non, je parle du théorème de Banach à la Houglou. Si on change de topologie pour une qui est plus faible, on peut retrouver la compacité des boules. C'est loin d'être un théorème simple, je me souviens en avoir bavé la première fois que j'ai étudié la preuve, mais ça existe. Wow, mais on est parti super loin pour un résultat relativement simple, non? Je pensais pas qu'il se cachait autant de difficultés derrière ce petit problème. Ah, ça c'est une des choses les plus impressionnantes avec les mathématiques, des questions simples peuvent demander de soulever des montagnes pour trouver des réponses. Et au final, là c'est bon, ça fonctionne? Ou il y a encore une couille qui vient tout casser? Eh ben, on reste dans le thème. Oh, sincèrement, je sais pas. Peut-être, mais j'ai pas fait les calculs. Ma réflexion en était là quand j'ai eu mon rendez-vous hebdomadaire avec mon directeur de thèse. Je lui ai exposé mes pensées et... Bah, il y a plus simple. Genre, beaucoup plus simple. Rien de tordu ou fancy. Juste des trucs de base. Rien de plus compliqué que le théorème d'inversion locale. Mais on l'a mentionné au début, celui-là. On pensait qu'il marchait pas alors qu'en fait si. Ah non, il marchait bien pas. Mais parce qu'on prenait le problème à l'envers. Il serait temps de venir, vu que c'est quand même le titre de la vidéo. En fait, ce qu'on essayait de faire, c'était de passer de psi à phi, alors que c'est très nettement plus simple de passer de phi à psi. Bah oui, on prend le même champ variable et le grand O est juste nul. Mais je vois pas trop en quoi ça nous avance. Non, c'est pas ce que je veux dire. Si on te dit que les deux équations sont vérifiées, avec des changements variables phi et psi, comment tu passes du premier au second? Peut-être qu'en composant avec une fraction du reste, on devrait pouvoir trouver un truc? Exactement, c'est l'idée. Si je pose cette fonction-là, alors je peux avoir psi est égal à phi rond h. Puis, en justifiant par le théorème d'inversion locale, par exemple, que h est inversible dans un voisinage de 0, on aura donc que phi est égal à psi rond h-1. Et voilà, on a réussi ce qu'on voulait faire depuis tout ce temps. C'était pas si compliqué finalement. Comme quoi, à vouloir trop foncer tout de suite dans un problème sans lever la tête pour respirer un peu, on s'enfonce vite dans un enfer de technicité pour rien, sachant qu'en plus, on ne sait même pas si les pistes qu'on a mentionnées aujourd'hui fonctionnent. Et sur ce, Blasé, Chill, Kamé et moi, on vous souhaite une bonne soirée. Salut.